Bien, 252, nous allons estimer que le quorum est atteint pour commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire, qui est donc une conversation entre Bruno Latour et Loïc Blondiot. Bruno, vous êtes philosophe et sociologue, professeur émérite à Media Lab à Sciences Politiques. Et Loïc, tu es professeur de Sciences Politiques à Paris, membre récemment nommé de la Commission nationale du débat public, et tu es aussi administrateur et cofondateur de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Je suis Judith Ferrando-Puig, je suis coprésidente de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, et dans ma vie civile, je suis codirectrice d'une structure qui s'appelle Mission Publique. Alors, juste avant de commencer ce webinaire, un petit mot sur l'organisateur de ce webinaire, donc l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Donc, vous voyez aussi deux autres représentants ici, Emeline Perrin, qui est notre chargée de mission, et Pierre-Yves Guilleneuf, qui est le délégué général. C'est un réseau national qui réunit aujourd'hui 1500 membres, qui sont des praticiens de la concertation et de la participation citoyenne dans le secteur public, dans le secteur privé. Ce sont aussi des chercheurs, des militants associatifs, des élus pour certains. Et l'objectif de ce réseau, c'est d'améliorer ensemble les pratiques de concertation et la diffusion de la culture de la participation. Alors, d'autres fonctionnements, c'est un fonctionnement qui privilégie l'échange d'expériences, la réflexion collective sur comment améliorer l'impact de nos pratiques pour une meilleure démocratie, une démocratie en meilleure santé, plus inclusive, qui permettent aussi d'affronter les transitions qui sont devant nous. Et c'est dans ce cadre-là que ce webinaire se positionne. En fait, on s'est demandé qu'est-ce que l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne peut apporter à ses membres, à cette communauté de praticiens dans ce moment chamboulé de nos existences qui est la crise sanitaire. Et on s'est dit que ce qu'on pouvait apporter pour ne pas être redondant avec toutes les belles initiatives qui fleurissent à droite et à gauche de tribunes, de plateformes collaboratives, ce qu'on pouvait apporter, c'était des espaces de décryptage de ce qui se dit, ce qui s'énonce dans cette phase où on prépare le monde à venir, ou en tout cas on s'interroge sur les impacts potentiels de l'actuelle crise sur la démocratie et la participation citoyenne. Alors, Bruno Latour, vous vous êtes exprimé pendant cette crise sur l'importance de saisir cette opportunité de rupture en profondeur avec un modèle productiviste qui est à bout de souffle. Enfin, vous le direz beaucoup mieux que nous. Je crois que beaucoup de nos membres et des personnes qui suivent ces questions-là ont lu avec intérêt la grille de questions que vous adressez pour s'interroger aussi sur ce qu'on est prêt chacun à accepter comme rupture. Et une des questions qu'on se posait, c'était aussi finalement quelle place peut jouer la démocratie et la participation citoyenne dans le fait de faire advenir ces ruptures positives. Et donc, vous avez très gentiment accepté notre proposition de venir en discuter avec Loïc Blondiot qui va vous soumettre à la question dans quelques instants. Et je vais lui laisser la parole. Mais avant, Emeline, peux-tu nous dire un mot sur comment va se passer cette heure que nous allons passer tous ensemble à un peu plus de 270 participants pour l'instant? Bonjour, bienvenue à toutes et tous. On est effectivement très nombreux aujourd'hui, on en est ravis. Alors, quelques petites règles pour que ce séminaire se passe au mieux. Tout d'abord, je vais vous demander de vérifier que vos noms, votre nom qui s'affiche est le bon afin qu'on puisse vous identifier ainsi que les autres participants. Vous pouvez modifier votre nom si ce n'est pas déjà le cas. Comme vous le voyez, toutes les caméras et micros sont éteints par défaut afin d'éviter les bruits parasites. Pour plus d'efficacité au vu du nombre qu'on est, on a privilégié l'interaction par écrit. Donc pour cela, vous allez avoir deux outils à votre disposition aujourd'hui. Tout d'abord, le petit outil questions-réponses. Donc vous voyez dans votre barre, la barre du dessous, vous avez un onglet qui s'appelle Q&R. Vous pouvez par ce biais poser vos questions à Bruno Latour et le faire dès à présent. Vous avez également un outil de chat qui est accessible via l'onglet Converser, toujours dans la barre du dessous. À partir d'ici, vous pouvez commenter, échanger avec les autres participants en direct, partager votre point de vue. Donc, vous avez déjà été plusieurs à tester en disant bonjour. Vous pouvez, je vous invite à dire bonjour pour tester via le chat. Donc cette conférence, ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première, comme le disait Judith, sera un entretien
de Bruno Latour par Loïc Blondiot pour nous aider à décrypter, à mieux comprendre ces derniers travaux. Et dans une seconde partie, nous ferons remonter vos questions que vous aurez posées à Bruno Latour. Donc, je vous invite dès maintenant à poser vos questions, à échanger en direct. Donc, Loïc, je te laisse la main pour cette première demi-heure d'échange, donc jusqu'à 17h35. À toi. Merci, merci à Bruno d'avoir accepté de jouer le jeu et de participer à ce webinaire. Je dois dire que moi, je suis très honoré, très impressionné parce que Bruno Latour fait partie, depuis que j'ai commencé mon travail de recherche, fait partie de mes influences majeures. Et il y a notamment un livre qui est d'actualité, qui m'a beaucoup influencé dans mon travail de thèse sur Pasteur, Guerre et paix entre les microbes, qui est un livre majeur, qui est un des tout premiers livres de Bruno et dont l'actualité est absolument évidente aujourd'hui. Alors, on va revenir en tout cas dans ce webinaire sur une proposition qu'a faite Bruno. On ne va pas revenir sur son travail ni sur sa réflexion plus générale, mais partir de cette proposition méthodologique d'un dispositif de questionnement dont chacun peut s'emparer et qui a reçu un écho, il me semble, tout à fait considérable depuis qu'il a été formulé dans un article d'AOC intitulé les gestes barrières à accomplir dans la période actuelle, une interview de France Inter qui me semble aussi avoir eu beaucoup d'impact. Et je voudrais revenir sur cette proposition et commencer par une question, alors qui n'est pas forcément simple, mais comment expliquer finalement l'écho reçu par cette proposition qui demande à chacun, et si on y revient dans sa formulation initiale, une proposition en 6 questions, un outil en 6 questions qui demandent à chacun d'entre nous de définir ou de repérer ou d'inventorier les activités suspendues dont elle souhaiterait ou dont nous souhaiterions qu'elles ne reprennent pas. Comment tu expliques le succès de cette proposition et est-ce que ce succès ne repose pas sur un malentendu? Puisque j'ai le sentiment que cette proposition, elle est reçue comme un exercice d'introspection pour période de confinement, à quoi aspirons-nous, que désirons-nous, et est-ce que c'est ça véritablement que tu entendais à travers ces gestes barrières? Il me semble que cette proposition, elle visait plutôt à faire une forme de description. C'était plutôt un travail d'autodescription destiné à un processus de description collective. Voilà, je voulais t'entendre là-dessus. Comment tu réagis finalement à la manière dont ton petit questionnaire circule aujourd'hui pendant la période de manière assez rapide, mais il me semble avec un certain risque de dévoiement ou de malinterprétation. D'abord, j'ai été très surpris, évidemment, du succès. Je pense que le fait qu'on ait été confiné quand même a dû jouer pas mal sur le temps qu'on pouvait passer à cet exercice qui, sans ça, évidemment, serait passé complètement à côté. Aussi, je pense, la totale surprise de cette pause avec à la fois la volonté que ça reprenne et l'angoisse que ça reprenne. Donc, je pense, troisièmement, que l'expression geste barrière méritait d'être réutilisé dans un autre sens et ça a fait tilt chez les gens. Je pense que l'idée d'un questionnaire assez simple, mais vous êtes habitué beaucoup plus que moi à ce genre de problème, un questionnaire qui n'était pas dirigé vers un sondage, mais dirigé vers une introspection. Et pour moi, l'introspection, elle est positive. C'est pour ça que j'appelais ça discernement. Pour éviter qu'aussitôt, ce qui s'est immédiatement fait, là, il y a eu un malentendu complet. Beaucoup de gens m'ont dit, mais moi, je fais ça aussi, on fait des sondages, combien de pourcentage, etc. Ce qui, évidemment, ne m'intéressait pas du tout, pour une raison qu'il est intéressant de décrypter, puisqu'on est là pour décrypter comment on évite le sondage. Et aussi, je pense, la question qui est commune chez les militants américains, mais qui ne me paraît pas souvent utilisée dans nos descriptions en écologie politique. Et qu'est-ce que vous faites des gens la troisième question, disons, si vous décidez d'arrêter, moi je ne sais pas,
pour prendre l'exemple des fleurs de serre venant de Hollande, qu'est-ce que vous faites des fleuristes hollandais? C'est une question assez simple, mais qui oblige à aller du côté de l'enquête et pas simplement du côté du rêve, disons. Et donc, je pense que ça, dans tous les retours que j'ai, les gens me disent « mais j'ai fait ça avec mes enfants » ou bien « j'ai fait ça avec mes voisins », ces deux éléments, ce n'est pas un sondage, et ça part par une introspection à jouer un certain rôle. Mais de là à comprendre pourquoi c'est traduit en chinois, en hébreu, etc., ça, je n'ai aucune espèce d'idée. Je pense que les gens s'ennuyaient aussi pas mal pendant le confinement. Ils se sont saisis de cet effet. Mais pour notre affaire de description, de décryptage, c'est évidemment, comme tu le sais, ce qui m'intéresse depuis très longtemps depuis 3 ou 4 ans déjà, sur les cahiers de doléances. Donc, qu'est-ce qui est différent dans la description et l'autodescription du sondage adressé à une instance qui est une instance éloignée, qui est généralement l'État, pour beaucoup de cas, mais il faut que l'État fasse quelque chose. Mais la science nous a montré pourquoi est-ce qu'on continue à discuter et on laisse des avions voler alors que c'est très dangereux pour la planète, ou la nature. Mais ce sont des instances, l'État, la science, la nature, qui sont beaucoup trop éloignées. Et donc, mais vous êtes spécialiste de la question, donc ça m'a ennuyé un peu d'en parler, d'opposer disons, l'adresse qui est au fond presque toujours, d'ailleurs le mot de participation citoyenne me gêne toujours un peu à côté là, c'est-à-dire c'est quand même du côté disons, des instances administratives ou morales que s'adressent nos vœux, et puis la configuration latérale. Alors évidemment, c'est là où on est en ce moment, c'est pour ça que je passe de mauvais moments, si tu veux, parce que les gens m'ont dit « mais moi, j'ai rempli mon questionnaire avec mes amis, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres personnes ?» Et c'est là où je suis très content de décrypter avec vous, parce que évidemment, vous êtes beaucoup plus apte que moi à essayer de comprendre comment ces éléments qui doivent passer par une introspection pour éviter le rêve détaché de toute situation, mais qui va finir par composer par viralité. Et évidemment, je joue beaucoup sur le modèle que nous donne le virus. Et là, effectivement, je rejoins des thèmes que j'avais travaillé il y a longtemps. Le virus nous donne un modèle de contamination que je trouve qu'on doit pouvoir essayer d'imiter en quelque sorte politiquement. Mais ça, c'est vous qui connaissez ces procédures. Alors, on a fait notre petite affaire avec le Media Lab et la semaine prochaine, on essaie de lancer, pour sortir de l'effet que le web et que le numérique ne fait que ressouligner. C'est-à-dire que si je vous demande qu'est-ce que vous voulez, vous envoyez tout de suite vos opinions dans une machine, dans le cloud en gros. Est-ce qu'on peut utiliser les outils web? Ça, c'est la question que je voudrais vous poser. En fait, j'ai plus de questions à vous poser. Est-ce qu'on peut utiliser les outils, numériques pour ralentir et pour atterrir, qui sont mes deux. Pour atterrir, il faut ralentir, puisque le politique est beaucoup trop, le paysage politique est beaucoup trop plein de trous pour qu'on puisse faire ce que nos ancêtres faisaient parfaitement en 1789. Ils savaient assez bien de quoi ils souffraient. Et nous, c'est beaucoup plus difficile de préciser non seulement ce dont on souffre, mais aussi comment on peut changer des systèmes qui sont tellement globalisés et tellement obscurs qu'on se décourage. Et ce découragement, au fond, s'exprime aussi par la rapidité avec laquelle on répond à des sondages, mais ce n'est pas du tout le but. Il faut donc ralentir pour atterrir. Et ça, je ne sais pas, là, je suis pris avec tous mes amis du consortium, on est pris dans une contradiction complète. Est-ce qu'on peut utiliser le web pour faire ce qu'il ne sait pas faire? Comme là, on cherche à faire du face-à-face alors qu'on est dans un Zoom. C'est là où je m'intéresse à décrypter avec vous cette affaire. Si je te suis bien, en fait, ces exercices d'introspection individuelle ne sont que le point de départ d'un processus horizontal qui a vocation, d'un certain point de vue, à constituer la société civile, ou en tout cas ce que tu appelles une position de la société civile. Mais ma question, elle sera peut-être un peu provocante.
il faut, d'un certain point de vue, accélérer le processus de viralisation, c'est-à-dire qu'il faut l'accompagner, il faut l'équiper. On ne peut pas attendre que chaque citoyen, finalement, se confronte à ta pensée, décide de faire cet exercice, qui est un exercice d'introspection, mais aussi un exercice de conversion, hein, de changement de posture par rapport à la société et à la nature. Comment l'équiper? Moi, je ne vois que deux moyens d'accélérer ce processus de prise de conscience. Non, ça m'intéresse. Oui, non, mais il n'y a que deux moyens. Il y a le moyen de l'organisation par des intermédiaires, d'espaces délibératifs, mais qui, d'un certain point de vue, se construisent à l'échelle des territoires. Il y a une inconnue dans ta réflexion, en tout cas un point aveugle, c'est à quelle échelle, finalement, au-delà de l'échelle individuelle, on organise cette confrontation des positions de chacun sur le monde, et dans le monde et sur le monde. À quelle échelle on l'organise et surtout comment on l'organise. Pour ça, il faut des intermédiaires, il faut des organisations, il faut des acteurs qui aient vocation, d'un certain point de vue, à assembler ces différentes prises de position et à permettre leur confrontation. Est-ce que toi, d'un certain point de vue, comment tu envisages cette possibilité d'organisation des débats sur l'ensemble des territoires? Si on reprend l'exemple des cahiers de doléances en 1788, c'était à l'échelle des bailliages que les hommes importants du coin se réunissaient, s'assemblaient. Qu'est-ce qui va cette fois-ci provoquer le déclic? Au moment du grand débat, c'est les maires qui ont organisé ça. Et est-ce que, par exemple, ce serait à l'échelle municipale avec les maires que l'on pratiquerait ce travail, ou est-ce qu'il faut abandonner cette idée? Et puis la deuxième stratégie, c'est la stratégie de partis politiques ou d'associations de la société civile qui elle aussi se mobiliseraient pour organiser cette confrontation des points de vue. Il y a quelque chose d'assez magique dans ta proposition qui est que finalement on va attendre que le virus progresse, se diffuse, mais il y a toute possibilité pour qu'il ne le fasse pas de lui-même sans qu'il y ait des gens qui finalement provoquent cette rencontre entre les propositions de chacun. J'espère que j'ai été clair voilà, parce que sinon ça risque d'être trop tard. C'est-à-dire que de là à ce que chacun d'entre nous fassions ce travail, imaginons dans notre espace de vie la confrontation avec d'autres, ça peut durer très longtemps ce processus. Je ne suis pas sûr que ça produise des effets de seuil. Voilà, je veux… C'est évidemment les questions qui dans notre consortium, nous taraudent des deux questions. Ceci dit, c'est évident qu'il faut des médiateurs et il faut des organisations, mais sur les deux sujets, c'est-à-dire les territoires et les partis, le problème, c'est que sur ces questions qui sont des questions, disons, si on suit l'argument général, c'est-à-dire des nouvelles questions qui entrent en politique sont des questions qui n'étaient pas jusqu'ici à l'intérieur du répertoire, que ce soit le climat, les virus, les rivières, etc. Enfin bref, toutes les choses nouvelles qu'on appelle écologie politique. La question du territoire est justement pas la bonne, on sait, ça, on est sûr de ça. Il n'y a pas de territoire au sens de maillage actuel, soit par l'administration, soit par les maires, etc., qui soit précisément à l'échelle. Et le problème de l'échelle est le problème fondamental à résoudre par cette description. Alors évidemment, en 1789, ils avaient l'échelle, en quelque sorte, qui leur était prédonnée, parce que, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait le cas des corporations, quand les corporations faisaient les cahiers des corporations est déjà beaucoup plus dispersé, disons, que celle des paroisses et des bailliages. Mais enfin, en gros, c'est vrai, le travail de délinéation de leur territoire leur était donné en quelque sorte par les pratiques essentiellement agricoles de l'époque. Maintenant, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, mais précisément, c'est le problème aussi. C'est pour ça que dans la définition que nous donnons du territoire, un territoire, ce n'est pas là où on est, c'est ce dont on dépend.
Et donc, ce dont on dépense, si on commence à en faire la liste, et c'est ça le premier exercice que nous faisions avant la Covid, cet exercice de dire, voilà, ce dont je dépends et qui est menacé, c'est ça qui définit le territoire, ce n'est pas l'endroit où on est. Donc, oui, c'est vrai, c'est un peu magique de dire, essayer de faire multiplier les échelles des sujets sur lesquels vous travaillez. Vous avez commencé à travailler, mais c'est aussi le problème. Si l'État est incapable encore de faire la mutation d'une société industrielle vers l'écologie, c'est aussi parce que les problèmes d'échelle auxquels il est habitué ne fonctionnent pas. Donc, il faut bien prendre ce travail, disons, à corps. Alors, évidemment, ça ralentit, mais on en a là, on est dans une opération pour 20 ans, là. On n'est pas, on rattrape tout le travail, l'absence de travail politique, disons, des décennies précédentes. Disons, en gros, depuis entre la fin des socialismes et là où on est, il y a 40 ou 50 ans, disons, de vide qui correspond d'ailleurs, ce que tu dis très justement, à la disparition des partis. Pendant ce temps-là, en tout cas en France, ils ont disparu, les partis. Et ils ont disparu précisément parce qu'il n'y avait pas de champ pour qu'il y ait suffisamment de grains à moudre pour donner aux partis, tu le sais ça beaucoup mieux que moi parce que tu dois l'enseigner, les partis sont là pour synthétiser, unifier, simplifier tous les intérêts, disons, mais nos intérêts sont complètement contradictoires. Si je reprends l'exemple des fleurs, c'est des fleurs en serre. À chaque fois qu'on tombe sur un sujet écologique, on tombe sur une controverse. Donc, paradoxalement, et là je suis d'accord avec toi, il faut à la fois accélérer et ralentir. Et c'est pour ça que la notion de discernement, d'introspection, d'autodescription, c'est des éléments de ralentissement. Mais maintenant, je suis d'accord, il faut passer aux éléments d'accélération. Ces éléments d'accélération, c'est que et là c'est un argument d'acteur réseau standard, disons, chaque fois que quelqu'un mentionne dans une description un élément, par exemple les fleurs, l'aviation, le climat, etc., la connexion avec les autres à côté qui réfléchissent aux mêmes choses doit pouvoir se faire. Et là, la question que je vous pose, il faut évidemment un médiateur. Là, je ne crois qu'on ne peut pas se passer de médiateur, ça, je suis d'accord. Est-ce qu'ils viennent des associations? Est-ce que c'est les maires? Je ne crois pas beaucoup aux maires, mais les associations, oui, elles pullulent, les associations. Donc ça, il faut des médiateurs. C'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle la semaine prochaine avec le Media Lab, c'est-à-dire transformer. Je remplis mon questionnaire, mais je ne sais pas trop ce que je mets dedans. Je me retrouve avec des gens qui ont signalé le même enjeu, et je me fais aider par un des médiateurs de votre consortium. Donc ça, c'est ce qu'on commence dans le cadre de l'exposition sur les zones critiques la semaine prochaine. Mais il y a aussi, évidemment, trouver les procédures, les algorithmes numériques. Moi, j'ai fondé le Media Lab, mais j'y connais rien à ces trucs, qui permettent de dire, si je vais maintenant, m'étant indigné du fait qu'il n'y a plus de plantes, de fleurs, de tulipes qui ne soient pas hollandaises, je veux pouvoir cliquer sur un bouton. Je parle, puisqu'on est en train de décrypter, je parle de trucs très pratiques. Je veux pouvoir cliquer sur un bouton et savoir que à Paris, dans le 6e arrondissement, je peux trouver, avec telle ou telle autre personne qui essaie de refaire des fleuristes en Île-de-France, quelque chose qui ressemble à, si j'ose faire le parallèle, à une cellule de parti autrefois. Mais ces cellules vont toutes être ad hoc maintenant, puisqu'on n'a pas d'organisation légitime, cohérente sur tous ces sujets, puisqu'ils sont tous controversés. Ensuite, si je prends les éoliennes ou les transports de la SNCF, on va trouver d'autres échelles. Et c'est pour ça que je pense que ce que je reprends, moi, des cahiers de doléances, c'est le fait que les descriptions et les solutions, ça paraît très basiste, mais viennent de la base. Tu dis, c'est les gens du coin. Oui, mais ce n'était pas que les élites qui participaient. Les élites écrivaient et évidemment donnaient des idées. Mais il y avait aussi, il suffit de les lire, c'est bouleversant, une description très méticuleuse, on en a parlé déjà, je crois, dans une autre occasion, très méticuleuse du territoire. Et donc, les gens pouvaient répondre à cette question que j'ai gardée dans la version, disons, web, c'est de quoi vous dépendez qui est menacé. Et je pense que ça, c'est la partie introspection.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi que si on ne fait pas cette introspection, c'est des vœux pieux qui vont dans des sondages. Si on fait l'introspection assez loin, assez lentement, on peut accélérer latéralement. Pour ça, il nous faut des outils. Je dirais plutôt des outils d'ailleurs. Il faut des gens, c'est ce que j'avais proposé pour le grand débat, je ne sais pas quel est votre décryptage du grand débat, mais dans ma version à moi, il n'a pas donné grand-chose parce qu'il n'y a pas de description. C'est très frappant que le Nouvel Obs, qui reprend ces questions, en enlevant la question qui me paraît très importante, qu'est-ce qu'on fait des gens dont on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on fait des employés d'aviation si on dit je ne veux plus d'aviation? Même si tu interroges des gens très célèbres et très instruits, ils disent des choses qui n'ont pas de levier d'action au point de vue politique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que spécialiste, mais tu serais, je pense, d'accord avec moi. Donc, comment est-ce qu'on sort du sondage? Comment est-ce qu'on sort? Là, il faut ralentir. Et une fois qu'on a ralenti, la contamination latérale, il faut l'accélérer. Là, je suis d'accord. Et je reconnais tout à fait que autant je vois assez bien, parce qu'on a commencé maintenant 4 ans de pratique sur la partie ralentissement, je ne vois pas comment aussi bien la partie accélération, ça c'est vrai. Alors, moi, je suis vraiment heureux que tu aies le temps de préciser les choses. J'ai encore 2 questions avant de passer la main aux autres participants et la parole. Ma première question, c'est sur la question de la représentation. Dans une interview à l'IB, à propos de la Convention citoyenne pour le climat, tu es très clair en disant, oui, certes, c'est un exercice admirable, c'est bien que ces 150 citoyens se soient convertis en écolo, mais je ne crois plus du tout qu'il soit envisageable que leur représentativité entraîne le reste de la population française. C'est-à-dire, au fond, je ne crois plus à la possibilité même d'une représentation. C'est-à-dire que ces 66 millions de citoyens, d'un certain point de vue, se reconnaissent et délèguent leur pouvoir d'agir ou de décider à d'autres. Est-ce que j'ai raison de penser que tu as fait ton deuil complètement de la représentation? C'est-à-dire que tu gardes une des définitions de la représentation, c'est-à-dire la représentation au sens descriptive. Ça, effectivement, il faut construire une représentation de la société et du monde, mais au sens politique du terme, et tu dis très clairement, on ne résoudra pas la crise actuelle climatique avec les outils politiques classique du 19e siècle, voire même avec le tirage au sort à Athènes. Est-ce que tu penses que le tirage au sort est voué à l'échec, que ça ne peut pas fonctionner? Ça pourrait être une manière de… Vous avez travaillé sur ces questions et tes collègues, donc je ne me permets pas. Je dis juste sur les questions qui sont des questions nouvelles, pour lesquelles il n'y a pas de tradition politique, de savoir, à cause des problèmes d'échelle, à cause de la nouveauté, à cause du fait que c'est des non-humains, enfin, si on fait la liste de tous les problèmes qui nous sont posés et que le XXe siècle aurait dû résoudre, mais il s'est occupé d'autre chose, il n'a pas fait le boulot, je dis que la notion de représentation doit être renouvelée, de toute façon, il va falloir finir par un gouvernement représentatif, ça je suis bien d'accord, mais le problème de représentation est aussi différent maintenant. Si Louis XVI n'avait pas voulu faire les cahiers de doléances, il aurait dit, mais pour savoir ce que pensent les Français, je demande à la comtesse et au duc de machin. Et le génie de l'opération cahier de doléances était de passer au cahier de doléances, justement. On est à peu près dans… Pour le moment, c'est très injuste sur la Convention citoyenne, que tu connais très bien, mais je ne vois pas le mécanisme politique qui transformerait en représentatif le travail admirable des 150 personnes sélectionnées par vous et par vos collègues sur des critères de représentativité statistique. Parce que, pour des tas de raisons que tu connais, je n'ai pas la peine de développer. Donc, le passage de représentation actuelle à représentation, quand on arrivera à faire ces autodescriptions, est le même qu'entre Louis XVI demandant à la marquise et au duc qu'est-ce que pensent les Français, tiens, je vais leur écrire une lettre pour leur dire que je n'ai aucune idée sur la question et qu'il faut qu'ils m'en donnent. Et là, on a 60 000… Si tu veux, l'abîme est comme ça. Sur ces questions, naturellement. L'exemple, tu le sais mieux que personne, puisque c'est toi qui as travaillé sur cette affaire, l'exemple de la Convention citoyenne, c'était l'avortement en Irlande.
Mais la question de l'avortement, elle est beaucoup plus facile à résoudre. C'est une question classique, une question dans laquelle les positions sont bien établies. Et c'est vrai que si tu as 150 gus un peu malins, bien formés et bien entourés, ils vont trouver la solution entre des choses qui sont, du point de vue de la politique classique, des têtes d'épingle. Quant à le climat, les virus, les rivières, les territoires, les vers de terre, les pesticides, etc., on n'a pas encore ça. Donc, c'est formidable, il faut le faire, mais il faut aussi faire l'autre travail, qui est le travail de ce brave roi Louis XVI, qui est de dire non, il manque pour la représentativité, on ne sait pas quels sont les problèmes à représenter et on ne sait pas comment les aligner. Donc, je suis pas du tout, j'ai pas du tout abandonné l'idée de gouvernement représentatif. Moi, je suis un brave social-démocrate bourgeois absolument classique, hein. Mais je suis conscient du travail de représentativité que tu appelles, et tu es d'accord avec cette expression, de description. C'est ça le problème. Dernière question, en tout cas pour ma part, c'est le passage à l'État. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre qu'effectivement l'État restait le destinataire de ce travail. C'est-à-dire que ce qu'il était important de faire, c'était de donner la possibilité à l'État de prendre les mesures et de mener les politiques exigées par la crise climatique, ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas suffisamment légitime aujourd'hui pour le faire. Mais ma question, elle est de deux ordres. Un, comment se fait ce passage avec un État qui, d'un certain point de vue, n'est pas du tout disponible pour réceptionner cette matière venue de la société civile. Là, on retrouve un problème d'articulation entre deux sphères. Comment ça se fait? Et ma deuxième question, c'est comment on fait avec un État qui, d'un certain point de vue, s'est placé, et là je vais être un petit peu provocant, du côté des ennemis finalement de la vie, ou en tout cas je suis un peu des adversaires. À un moment tu dis de ceux qui veulent bousiller la vie sur Terre, des classes qui sont en train de bousiller la vie sur Terre en vivant hors sol. Là, d'un certain point de vue, lorsque on est face à cette situation, comment on fait pour imposer cette volonté, en tout cas, puisque bon, c'est une volonté équipée par l'enquête, mais cette volonté citoyenne quand on a un État qui, d'un certain point de vue, ne veut pas entendre ça. Voilà, c'était mes deux questions, c'est-à-dire comment techniquement s'opère le passage. Est-ce qu'il ne faut pas penser une institution d'un type nouveau? Tu t'es jamais prononcé sur l'Assemblée citoyenne du futur, alors même que tu l'as inspiré souvent à travers le Parlement des choses. Et puis, comment penser aussi une société qui serait en position d'affrontement, ou en tout cas d'intérêt complètement contradictoire avec son propre État, sa propre administration. Voilà, c'est ces deux questions. Ce pas des questions petites, c'est des questions énormes. Je ne vais pas pouvoir y répondre, mais sur le premier, je suis très optimiste. Si tu me donnes 20 ans, hein, ou 30 même, parce que on a le parfait parallèle, c'est à quoi ressemblait l'État, disons, libéral, bourgeois des 1830, et le temps qu'il a fallu pour y aborder, disons, Troisième République, et disons jusqu'à Jaurès, un État qui absorbe la question sociale. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais l'État n'était pas réceptif et il est devenu réceptif. On est exactement dans la même situation, c'est-à-dire la construction de classes géosociales pose exactement le même problème. Disons, et là, on est je pense on est dans une tradition. J'avais écrit un article sur les ZAD, qui était un exemple assez typique. Nous devons apprendre à l'État comment écouter. Bon, pour le moment, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'a pas les relais, très largement à cause de sa définition du territoire, d'ailleurs, et des échelles, qui effectivement le décale à chaque fois par rapport aux questions qui nous intéressent. C'est pour ça que le lien entre description et il faut recharger l'État. Pour prendre une métaphore très brutale, l'État, moi je suis, comme tu sais, disciple de Dewey, donc
L'État fait du beurre si on lui donne de la crème. Si nous, on n'est pas fichu de produire de la crème, c'est-à-dire si la société civile n'est pas fichue de multiplier les exigences, on ne peut pas demander à l'État de faire quoi que ce soit. Alors, ça, c'est sur la première question. Mais là, je suis très optimiste. Si tu nous donnes 50 ans, on aura un État capable de faire le boulot. On n'a pas les 50 ans du point de vue de la crise climatique, donc il y a ce double problème de ralentir et d'accélérer qui est la tragédie de la situation où on est. Mais bon, on peut pas. On essaie de comprendre une situation, on ne peut pas en réinventer une autre. Et sur le deuxième point, c'est évidemment, oui, l'État, sur beaucoup de sujets, est du côté du mauvais côté, disons. Mais ce qui m'intéresse aussi, quand même, c'est de servir autant que possible, d'aider les fonctionnaires aussi bien que les citoyens à faire ce travail de barattement qui permet de faire du beurre à partir de la crème. Les deux sont nécessaires. Pour le moment, c'est vrai, l'État, mais les fonctionnaires que nous voyons sont tout à fait pleins de bonne volonté. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être dans notre assemblée. Il faut les aider. Pour les aider, il ne faut pas leur demander de nous donner des leçons. Il faut qu'on leur en donne. Il y a un travail d'apprentissage. La ZAD était un cas typique. Ils étaient tous débordés et finalement assez sympathiques, mais il faut qu'ils acceptent d'apprendre de la situation à cause de la variation des problèmes d'échelle, qui est vraiment le problème écologique qui rend toutes ces affaires très, très compliquées. Donc, oui, si tu nous donnes du temps, c'est compliqué ton affaire, parce qu'il faut ralentir, accélérer dans une situation où on n'a pas le temps. Et bon, il faut creuser la situation jusqu'au bout. Hein. Bon, je laisse. Merci Bruno. Emeline arrive et va nous interrompre. D'accord, voilà, c'est ça. Et on reprend une autre séquence. Il est temps de passer à la seconde partie. Il y a beaucoup de grains à moudre là, par contre. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la seconde partie. Il y a déjà eu pas mal de questions qui se sont posées sur le chat. Je vais me faire l'intermédiaire de ces questions. Tout d'abord, sur la méthode que vous proposez, Monsieur Latour. Oui, on peut peut-être garder ce Bruno qui commande. Bruno, très bien. Donc, sur cette question de méthode, comment est-ce que vous allez agréger les réponses au questionnaire? Quel traitement est prévu? On a vu qu'il y a eu des acteurs très divers qui se sont saisis de votre questionnaire. Qu'est-ce que vous envisagez pour agréger toutes ces réponses et du coup permettre d'avoir cette construction des repères que vous appelez de vos voeux? Écoutez, là, vous êtes beaucoup plus avancé que tous là que moi sur ces questions, parce que du point de vue, disons, de l'expérience que nous menons avec le consortium, ce n'est pas en termes d'agrégation tellement, c'est en termes de connexion latérale. Ce qui veut dire que si je prends l'exemple, je ne sais pas moi, un exemple qui est bien travaillé de la suppression d'un hôpital local dans une région de France, où on a un groupe de gens qui essaient de comprendre comment cet hôpital peut être conservé. D'abord, évidemment, ça ne sert absolument à rien de faire une agrégation en termes de sondage, qui veut garder les hôpitaux locaux ou qui veut garder les hôpitaux centraux, parce qu'on n'aboutira à rien, puisque précisément, l'atterrissage suppose que c'est cet hôpital, dans cet endroit avec ses citoyens et ses différents types de pathologies, etc., qui permettent de comprendre, d'essayer de trouver une solution qui fait que peut-être on veut maintenir non pas tout l'hôpital, mais certaines fonctions, etc. Donc, voilà typiquement le genre d'exemple où l'agrégation ne servirait à rien. Il ne faut pas oublier que l'agrégation, c'est un concept de l'État traditionnel, qui est aidé évidemment par le travail de la sociologie, de l'économie, du droit administratif, de ce qu'on appelle les sciences camérales. Est-ce que c'est le bon modèle viral dont on a besoin? Je ne suis pas sûr. Donc, moi, je m'intéresse plutôt à la viralité latérale, que, encore une fois, le virus nous démontre admirablement en ce moment, son efficacité. Le virus a été capable de globaliser à partir de connexions qui sont des connexions individuelles, finalement. Donc, je pense qu'il faut agréger, il faudra agréger, mais je pense que ce n'est pas le… Alors, techniquement, ce que fait le Media Lab en ce moment, c'est bien d'agréger, puisque les gens ont répondu à la première section du catalogue, enfin du questionnaire,
Et maintenant, on va faire le travail, mais ce travail va plutôt être un travail, je crois, de désagrégation, c'est-à-dire de trouver des solutions à petits groupes sur des issues, des enjeux précis. Donc, il faut se méfier de la notion d'agrégation. Elle n'est pas disons les lois et les prophètes de l'action politique qui m'intéressent. Ça reste un modèle, disons, traditionnel de la façon dont on gère les problèmes. Et vous avez parlé également de la nécessité d'avoir des médiations, là que vous imaginez donc dans une deuxième partie. Est-ce qu'ils peuvent venir, est-ce que ça pourrait venir d'une auto-organisation si les médiateurs institués n'ont plus de légitimité? Est-ce que vous pensez que c'est possible? J'avoue que je n'ai pas du tout la réponse à cette question. C'était la question de Loïc. Pour le moment, on se débrouille avec. Mais je pense que si on réfléchit une seconde, on s'aperçoit que ces médiateurs, il y en a peut-être 300 000 en France. C'est énorme. C'est l'équivalent, si vous voulez, des baillages dont on parlait tout à l'heure. Si vous voulez, le nombre d'associations, le nombre de militants qui travaillent sur des choses absolument différentes, si vous vouliez mailler l'ensemble du territoire français avec des gens capables d'aider les autres à se définir leur cahier de doléances, si vous voulez, on ne va pas manquer de main-d'œuvre. C'est évident. Est-ce que c'est les maires? Je ne crois pas, parce que pour des raisons, d'ailleurs, dans notre expérience, les maires sont plutôt les opposants, ou du moins les indifférents à ce genre d'opération. Mais c'est là où votre association et les procédures que vous connaissez sont probablement beaucoup plus efficaces que ce que moi je peux imaginer. Hein. C'est une toute petite expérience, notre affaire. Moi, j'interviens tout à fait en amateur, donc c'est pour ça que je suis un peu embarrassé d'avoir à répondre à cette question. S'il y avait un dispositif qui permettait de mailler la France entière sur ces questions, mais je doute profondément du maillage des maires, parce que ça va être précisément la définition classique de ce que c'est qu'un territoire. Si on leur dit, mais il faut parler de la Hollande et des fleurs hollandaises, qu'est-ce qu'ils vont faire, le maire de mon village ici? Il ne va pas savoir comment faire la liaison. J'ai besoin d'un médiateur qui dise, ah oui, c'est très intéressant cette affaire de fleurs. Il y a un bout qui est à Paris, il y a un autre bout qui est à Nice, il y a un autre bout qui s'intéresse au transport des marchandises, etc. Et disons, c'est ce que dit très bien Lippmann, c'est-à-dire c'est des activistes ou des militants qui se saisissent d'une issue et qui essayent de la faire sortir, mais ce n'est pas un territoire. Pour vous, je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Donc pour vous, les maires ne seraient pas la municipalité ne serait pas le bon territoire, la bonne échelle pour pouvoir repérer les besoins, organiser le débat. On retrouvera le maillage des. Je signale que d'ailleurs les maires et ce maillage-là, c'est le maillage de 1789. Donc on est dans une période précédente. La question qui m'obsède, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est des sujets politiques qui n'ont pas les échelles et qui n'ont pas la tradition de représentativité de ce qui a été politique, disons, depuis 89 jusqu'à maintenant, enfin disons jusqu'à 1989, disons, pour prendre. Il y a 2 siècles, on a élaboré toute une série de procédures et de méthodes. Mais ça n'absorbe pas les sujets sur lesquels on est. Et donc, brusquement, mais je reconnais que c'est très bizarre, ma proposition. C'est très marginal aussi. Oui, c'est vrai c'est difficile de pouvoir aussi conceptualiser, donc c'est pour ça qu'on essaye de creuser un petit peu là les cahiers de doléances. Si j'y reviens, vous partez pour vous, on part d'abord d'un vécu individuel qui permet de prendre conscience, qui est absolument, enfin, la prise de conscience est absolument nécessaire, mais certains participants se posent aussi la question de comment est-ce que, une fois qu'on a pris conscience de ces enjeux, comment est-ce qu'on arrive à passer à l'action individuellement, mais aussi collectivement. Mais, moi, j'ai toujours utilisé collectif en disant qu'est-ce qui collecte, quel est l'opérateur qui permet la collection. Alors, l'État, il est collecté par les impôts, les collecteurs d'impôts. Ce sont ceux qui collectent, qui font le collectif. Le virus, le Covid, enfin le virus, Corona, il collecte, c'est-à-dire que par le fait qu'il se déplace, il fait des collections les statisticiens
qui permettent à l'épidémiologie collecte. Donc, il ne faut pas être obsédé par l'opposition entre individu et collectif. À chaque fois que nous faisons ces opérations de description, et c'est là où on fait du décryptage pratique, n'est-ce pas, dans notre association, et c'est très utile, à chaque fois qu'on fait l'exercice, mais en 3 minutes, les gens ne parlent pas du tout simplement d'eux. Ils commencent à parler de tous les trucs auxquels ils sont attachés et qui les lient. Donc, il n'y a aucune différence pratique, mais ça, c'est aussi un point de sociologie des associations. Il n'y a pas une description personnelle individuelle, il n'y a pas une description personnelle qui soit individuelle au sens propre. Donc, il ne faut pas non plus être prisonnier de cette opposition. Et encore une fois, le virus nous montre que c'est pas du tout le virus, il globalise alors qu'il n'est pas du tout collectif, il est complètement individuel, il est en réseau, disons. Donc, la question, c'est de décrire des réseaux. Alors évidemment, je reconnais que c'est là où Loïc a parfaitement raison. Sans médiateur, on a fini de remplir son questionnaire et on est le bec dans l'eau. C'est là où il faut être aidé pour dire, mais attendez, vous parlez je reprends toujours cet exemple un peu bête là, des fleurs. Il y a combien de gens qui, dans votre réseau, s'intéressent à la même question de renouveler les producteurs de fleurs hors de serre en Île-de-France? Et puis d'abord, est-ce que c'est une bonne question? Pas forcément. Il va y avoir des conséquences inattendues et on va retrouver une controverse. Donc, ça fait jamais que 30 ans que j'enseigne la cartographie de controverse comme mode de liaison des acteurs. Rien de tout ça ne peut être simplifié. Rien de tout ça ne peut être simplifié. Ni le rapport entre local et global, ni le rapport entre individu et collectif. Je reconnais que j'apporte trop de doutes sur disons, les opérateurs classiques, mais c'est mon boulot. Hein. Moi, je suis philosophe, donc mon boulot, c'est pas de simplifier la question, mais en même temps d'essayer de la résoudre. C'est ça le paradoxe. Une question dans la lignée de ce que je vous posais. Est-ce que vous pensez que ça peut être un moyen de créer du rapport de force par rapport à un État qui aujourd'hui, je reprends la formulation du participant, l'État qui est sourd à ces questions écologiques? Est-ce que ça peut être un moyen de renverser la balance et de mettre ces enjeux sur la table? Oui, parce que l'État, il est toujours bon pour la période précédente. L'État français actuel reste quand même, d'abord, il est encore assez influencé par la période révolutionnaire, mais c'est exagéré. En gros, les politistes, encore une fois, sont bien plus avancés que moi sur cette question, mais enfin, en gros, c'est l'État de la modernisation d'après-guerre. L'État français, il sait faire la modernisation, et on voit le retour en ce moment de l'idéal gaulliste de relocalisation. Ça, voilà, ça vous dites ça aux énarques de Sciences Po, ça fait 15 ans que je suis à Sciences Po, donc je les connais un peu, ça leur parle. Mais il est évident qu'il n'est pas fait pour la nouvelle situation qui nous concerne. C'est pas, le rapport de force, c'est une fois que nous aurons fait, nous, le boulot. Mais l'idée de gens qui disent on va attendre, il faut que l'État s'occupe de ça, des pesticides, etc. Non, on voit bien dans le cas des pesticides, qu'est-ce que fait le Conseil d'État? Il a donné raison aux pollueurs et pas aux maires qui s'étaient mis dans cette affaire. Vous imaginez assez facilement le mouvement social qui renverse le rapport de force sur ce cas. C'est quand même, les rapports de force, c'est quand même un cliché de la politique, se renverse par composition d'un collectif, et un collectif, il est collecté. Le mot collectif, ce n'est pas un truc grand. Le mot collectif, c'est un collectage d'individus qui se sont associés. C'est quand même, je ne dis que des choses de politique absolument classiques. Si on essaie de les faire rentrer dans la différence locale globale ou individuelle collective, évidemment, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas un moment de l'histoire politique où l'État ait été bien ajusté à sa question. Parce que quand il l'a été, c'est parce qu'avant, le travail a été fait. Enfin, la question sociale ne faisait pas partie du logiciel de l'État avant le travail des socialistes au XIXe siècle. Pourquoi est-ce que ça serait différent cette fois-ci avec les questions écologiques? 10 fois plus compliquées et 10 fois plus contradictoires. Je vais passer une autre thématique qui est ressortie un petit peu différente, celle de la place des non-humains.
Est-ce que la question qui se pose, c'est à quelles conditions la nature pourrait être représentée et prise en compte dans les débats pour qu'on arrive finalement à se décentrer et adopter un point de vue non humain pour aller voilà, pour dépasser enfin, pour penser, disons-nous, toutes nos relations, toutes nos interdépendances avec notre environnement. Diable, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Mais dans la situation, ça serait un autre sujet, un autre webinaire, parce que ça ne pose pas du tout la même urgence politique, disons. Pour le moment, je dirais que ce qui nous intéresse là dans cette opération qu'on appelle nous AOC, bien que c'est à cause de la publication de cet article et la surprise d'avoir des gens qui le lisent, c'est de toute façon la politique, c'est sur les humains. La question, c'est ces humains, ils sont attachés à quoi? Et c'est là où les non-humains arrivent. Parce que si vous demandez aux gens de quoi ils dépendent pour exister, si vous prenez le mot exister au sens de subsister, les non-humains vont proliférer. Alors que si vous leur demandez qu'est-ce qu'il faut changer sur tel ou tel, pour le monde d'après, les non-humains ne vont pas arriver, parce qu'aussitôt on va passer aux vœux adressés à cette instance, disons, abstraite qu'est l'État actuel. Donc, et si on voulait discuter de la représentation des non-humains, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, on pourrait en parler longtemps, mais pour le moment, dans la discussion, c'est laissons dans l'autodescription les êtres non humains survenir et voir ce qu'ils font. Et là, évidemment, si vous commencez à rajouter, c'est ce qu'on fait dans nos ateliers quand on a du temps face à face, la prolifération des êtres qui ne sont pas des êtres humains se manifeste tout de suite. De toute façon, on en a un assez joli cas avec le virus. Le virus, il intervient partout dans les relations sociales. C'est un vieux thème. Donc, on peut se poser la question très passionnante, philosophique, anthropologique, comment on représente les non-humains. Et pour le moment, dans cette expérience que nous essayons de décrypter, c'est faciliter le caractère réaliste, précis de l'autodescription pour voir comment rentrent dans la description tous ces non-humains qui étaient jusqu'ici hors politique. Mais si on n'a pas un effort pour les rendre, regardez ce qui se passe avec les insectes. Les insectes étaient absents de la représentation politique, ils commencent à rentrer. Ils commencent à rentrer par le travail des militants de la biodiversité, par cette métaphore du comment ça s'appelle, du pare-brise qui reste propre, alors que quand moi j'étais petit, le pare-brise, ils étaient au-dessus, etc. Il y a tout un travail de représentation au sens artistique, scientifique, etc., nécessaire pour que les non-humains rentrent. Regardez la vitesse avec laquelle les microbes de l'intestin arrivent dans la représentation publique. Maintenant, tout le monde sait qu'on a 2 kilos de microbes dans l'intestin et qu'on ne peut pas vivre sans ça, etc. C'est ça la rentrée des non-humains dans la discussion. Et c'est probablement plus intéressant que, enfin, même si j'ai beaucoup écrit sur cette affaire de représentation, d'inventer un État, un Parlement des choses, je pense que c'est plus intéressant maintenant de saisir comment les non-humains, pratiquement, en ce moment, rentrent dans les descriptions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, c'est plus sur un travail effectivement de représentation et qu'ils émergent par ce que vous appelez notre introspection. On arrive bientôt au terme de notre échange. Vous êtes formidable, Emeline, parce que vous arrivez à synthétiser toutes ces questions qui vous arrivent. J'ai de l'aide en office, je ne suis pas seule. Une dernière question sur l'éducation populaire, sur une question qui se pose sur est-ce que le travail d'éducation populaire permettrait de pouvoir aussi de pouvoir faire prendre conscience un peu partout de ces enjeux. Comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre que ces efforts seront à fournir au niveau de la crise écologique plus longtemps, plus durablement, parce qu'on
Est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur ces méthodes-là? J'ai enseigné 40 ans, mais j'ai aucune idée précise. C'est toujours une angoisse que j'ai. Je n'ai aucune idée précise sur les questions d'enseignement et de pédagogie. J'ai tout essayé. J'ai inventé des tas de trucs bizarres, les controverses, les machins, etc. Je n'ai aucune idée sur la. Après, ça, c'est des sujets, il ne faut pas avoir trop d'expérience. Il faut avoir, ayant de l'expérience, je n'ai plus aucune idée précise. Comment il faudrait éduquer. Et je suppose que oui, je dirais oui, ça doit être un des leviers très importants, mais je n'ai aucune compétence particulière sur cette question. Donc, c'est une piste en tout cas. C'est une piste en tout cas qui émerge de la part des participants. Non, mais c'est tout à fait légitime, mais j'ai suivi d'autres voies. J'ai fait des expositions, j'ai fait du théâtre, j'ai inventé d'autres manières artistiques de diffuser. Là, je dois dire que j'ai une expérience une expérience personnelle, mais sur la nécessité de représenter ces questions par les arts. Et on ouvre une exposition vendredi, virtuelle malheureusement, mais qui va devenir réelle, j'espère. Mais j'ai pas d'idée sur comment, selon votre expression, faire prendre conscience et en plus le faire d'une façon qui soit populaire. Ça, je ne sais pas faire. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur Latour, d'avoir. C'est le bon mot de la fin. D'avoir accepté cet échange avec le réseau de. Merci beaucoup et j'espère être en contact avec votre association. Parce que si on décrypte, Judith, tenez-moi au courant parce que c'est que des problèmes qu'on a de description fine et on peut aller beaucoup plus en détail évidemment et voir comment vous faites vos descriptions de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Avec grand plaisir pour poursuivre ces échanges. Merci beaucoup d'être rendu disponible. Merci beaucoup Loïc d'avoir préparé cet entretien et questionné Bruno Latour. Et juste un tout petit mot de la fin avant de vous laisser, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette exposition? Parce que vous nous avez donné envie de savoir un peu plus ce que ça allait être. Des questions sur le fil. C'est malheureusement en anglais, mais Critical Zone, qui est à Karlsruhe et ça ouvre pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec tous les scientifiques, artistes, militants, etc., qui travaillent sur cette question justement d'atterrissage. Enfin, pourquoi est-ce que c'est important d'atterrir et où est-ce qu'on atterrit quand on atterrit? Ça sera une exposition en vrai, mais elle existe, mais on ne peut pas aller la visiter, puisque les liens entre l'Allemagne et la France ont été coupés par le virus, enfin par la réaction au virus. Et donc, c'est une exposition qui va durer heureusement toute l'année prochaine aussi, et en 2021. Donc, à un moment, on pourra la visiter. C'est la concentration de tout un tas de travaux que j'ai fait depuis très longtemps en disant on n'est pas sur Terre, on est dans la zone critique, on est dans Gaïa, et donc ça a des conséquences politiques importantes, mais aussi artistiques et surtout évidemment scientifiques. Donc c'est une très belle exposition avec un très beau catalogue. Ça, c'est de la culture populaire, l'éducation populaire en un quelque sens, sauf que c'est une exposition et donc c'est très important. Très envie en tout cas, j'ai mis la référence dans le chat pour ceux que ça intéresse de creuser un petit peu. Ça s'appelle la science et la politique de l'atterrissage sur Terre. Voilà, j'ai mis la référence. Merci Emeline. Si vous voulez suivre nos actualités de l'ICPC, je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux et vous abonner à notre newsletter. Et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci.